Madame, Messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre dans le cadre de votre émission 7 à 3 qui est une plateforme de débat contradictoire, une émission qui soulève des interrogations en tout genre, sans tabou, mais dans le respect et la courtoisie. Au Burundi, Pierre Nkurunziza va-t-il abdiquer face à la pression nationale et internationale? C'est le thème que nous allons évoquer ce soir. Le Burundi, ce pays situé dans la région des Grands Lacs, est au cœur de l'actualité depuis plusieurs mois, longtemps secoué par une guerre civile marquée par une opposition entre les Hutus et les Tutsis. Cet État africain ne retrouvera la stabilité que durant les années 2000. 15 ans après, les vieux démons seraient-ils remontés à la surface? Le chef de l'exécutif burundais, Pierre Nkurunziza, est au pouvoir depuis 2005. Il a été réélu en 2010 et souhaite en juin 2015 briguer un troisième mandat. Aujourd'hui, il est l'épicentre de nombreuses contestations, tant de l'opposition que de la société civile, qui multiplie les rassemblements au sein de la capitale, Bujumbura. Pour ces deux entités, le chef de l'État burundais violerait la Constitution en tentant de briguer un troisième mandat. Alors que toutes les tensions se cristallisent autour de l'actualité politique burundaise, de nombreuses questions peuvent surgir. Entre autres, Nkurunziza va-t-il abdiquer face à la pression nationale incarnée par l'opposition et la société civile? L'implication de la communauté internationale pourrait-elle influencer l'actuel chef d'État? Le Burundi, qui est un pays souverain, laisserait-il des instances externes lui dicter la loi à adopter? Justement, pour en débattre, à ma gauche, nous avons convié sur le plateau du 7 à 3 M. Michel Épée, qui est éditorialiste à la rédaction de Canal 7. M. Michel Épée, bonsoir. Bonsoir Dina Kousso. Et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir d'être là. Merci. Alors à ma droite, nous avons M. Fred Orel-Zehou-Moussok, qui est justement un juriste spécialiste en droit des personnes et des libertés publiques. Bonsoir à vous. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Enchanté, comme d'habitude. Merci. Voilà. Nous rappelons qu'au cours de cette émission, nous parlerons de la place des accords d'Arusha et de la Constitution dans ce conflit politique burundais. Ensuite, nous évoquerons la désignation de Pierre Nkurunziza comme candidat à la présidentielle le juin prochain par son parti, le CNDD-FDD, malgré les appels lancés par la société civile et l'opposition burundaise qui visait à interdire la participation de l'actuel chef d'État au présidentiel de juin prochain. Enfin, nous nous intéresserons au bilan des manifestations. Au total, près d'une dizaine de personnes ont perdu la vie, une quarantaine de personnes ont été blessées. Et nous terminerons avec la position même de la communauté internationale. Messieurs, tout de suite, comme ça pour planter le décor à chaud, pensez-vous que Pierre Nkurunziza va abdiquer face à la pression nationale et internationale? Monsieur Michel Épée, s'il vous plaît. Écoutez, je ne peux pas préjuger de l'avenir. Je ne sais pas ce qui se passe dans la tête de Pierre Nkurunziza. Toujours est-il que dans le rapport de force qu'il oppose à la fois une frange importante de son peuple, qui est incarnée par l'opposition, mais aussi par un certain nombre de membres de la société civile, pour éviter un bain de sang. Parce que je rappelle, j'espère le participer déjà sur le reste du débat, qu'au moment où nous parlons, il y a eu 13 morts depuis le début de cette crise, et qu'un chef d'État responsable qui aime son peuple devrait sûrement en tirer les leçons. Merci à vous, M. Michel Épée, et vous, M. Fred Moussok. Pensez-vous que Pierre Nkurunziza, le président actuel du Burundi, peut abdiquer face à la pression nationale et internationale? Bien, le sujet il est fort intéressant. Mais il y a quelque chose d'assez traditionnel en Afrique, notamment en Afrique subsaharienne. C'est toujours le débat de la démocratie. Et je pense que nous aurons l'occasion de revenir sur la question de la limitation du nombre de mandats. Et effectivement, l'antagonisme entre la souveraineté nationale et la communauté internationale. Ce sont des débats très très classiques en Afrique et il est toujours difficile d'entrée de jeu déjà de répondre à la question. Il faut plutôt prendre en compte certains paramètres d'analyse qui vont nous permettre, n'est-ce pas, de répondre au final à cette question qui, me semble-t-il, ne sera pas fermée aujourd'hui. Seuls les différents acteurs à ce conflit pourront nous dire réellement ce qu'il en est quant à la question que vous posez. Gardez justement le fil de vos idées parce que nous allons suivre ce reportage. En février dernier au Burundi, le chef de l'exécutif Pierre Nkurunziza a répondu négativement à la lettre qui lui avait été adressée par la société civile regroupée en un collectif appelé Campagne citoyenne non à un troisième mandat qui vise à interdire la participation du président actuel au présidentiel de juin prochain. Le parti au pouvoir ne voit aucune violation de la loi constitutionnelle, un avis discuté par l'opposition et la société civile suivant ce reportage. Alors que des manifestations contre un troisième mandat du président Pierre Nkurunziza sont graduelles au Burundi,
La Cour constitutionnelle a décidé ce mardi de valider la candidature de l'actuel chef de l'exécutif en vue de mettre fin à toute revendication. Cette instance judiciaire qui a récemment été frappée par la démission de l'un de ses membres, en la personne du vice-président qui est allé se réfugier au Rwanda à cause des pressions du régime Nkurunziza, a décidé à l'unanimité de valider la participation à la course à la magistrature suprême du numéro 1 burundais. Pour les membres de la plus haute importante juridiction du Burundi, cette candidature n'est pas contraire à la Constitution, encore moins aux accords d'Arusha. Les deux articles qualifiés d'être ambigus ont été interprétés. Les juges reconnaissent que les accords d'Arusha ne prévoient que 2 mandats présidentiels, que c'était bien l'intention des négociateurs, mais ils évoquent un contexte compromis à un moment où l'esprit des Burundais n'était pas apaisé. Pour la Cour constitutionnelle, l'article 302 a ouvert la possibilité d'un 3e mandat pour le président, vu que son premier mandat était un mandat spécial. Dans ce pays de la zone des Grands Lacs, le bilan des morts et des blessés ne décroît pas. Malgré tous les démentis du gouvernement de Bujumbura, la répression semble être la méthode choisie par les plus hautes autorités. Alors la répression semble être la méthode choisie par par le gouvernement burundais. Monsieur Michel Épée, tout de suite, pensez-vous que Pierre Nkurunziza s'inscrirait en faux, violerait réellement les accords d'Arusha par rapport à l'interprétation de la Cour constitutionnelle? Mais, écoutez, la question est posée depuis de longs mois. Nous en avons beaucoup discuté aussi dans notre rédaction. Mon contradicteur en face parlait de la problématique sur la démocratie et de l'esprit dans lequel les acteurs politiques souhaitent finalement arriver à des compromis pour construire leur pays. Alors, pour répondre donc directement à votre question, il y a eu plusieurs interprétations. Dans votre reportage, vous soulignez effectivement que les accords d'Arusha précisaient certes qu'il y avait une limitation de mandat qui s'élevait, qui était de 2. Et il se trouve simplement que dans l'interprétation qui est faite par les uns et les autres pour l'opposition à la société civile, qui ne souhaite pas que Pierre Nkurunziza se présentât à un 3e mandat, il estime qu'il viole la Constitution. Et dans cette hypothèse, ils ont une interprétation argumentée. Et pour les juges de la Cour constitutionnelle, comme vous venez de le dire, ils disent que certes, Arusha, dans l'esprit, précisait que le président devait se contenter de 2 mandats, mais il se trouve que c'est un contexte spécial et que par rapport donc à ce contexte spécial, il y aurait possibilité pour lui, dans le contexte actuel, d'avoir un 3e mandat. Ça veut dire que vous corroborez cette décision de la Cour constitutionnelle? Mais écoutez, moi, ma position est beaucoup plus nuancée dans le sens où, effectivement, il y a le débat sur la légalité du juridique, articulé par le droit, et puis il y a le contexte politique. Pierre Nkurunziza, compte tenu du contexte politique dans son pays, je crois que s'il est un chef d'État responsable, il devrait abdiquer. C'est-à-dire pour ne pas mettre le faux pote. Alors, naturellement, les spécialistes du juridisme, en tout cas, se feront fort ce soir de dire effectivement qu'il ne viole aucunement la Constitution, puisqu'il y a une brèche qui lui permet, à l'évidence, d'aller beaucoup plus loin vers un 3e mandat. Mais je réitère ce que je dis, et je le dis avec force, conviction ce soir. Si effectivement il aimait son peuple et qu'il souhaitait effectivement que son pays soit pacifié, il devait se retirer dès ce soir. Alors, monsieur Fred, et éviter par là même un bain de sang. Justement, éviter un bain de sang, monsieur Fred Moussok, finalement, est-ce qu'on peut dire que les accords d'Arusha sont violés par Pierre Nkurunziza, à votre point de vue? Bien, je pense qu'il faut souvent éviter de répondre d'abord sans avoir les éléments du débat. De quoi est-il question? Je l'ai précisé au départ qu'il y a plusieurs dimensions dans le problème. Bien sûr. Il y a une dimension juridique. Quel est le fondement d'une 3e candidature du président Pierre Nkurunziza? Et puis, il y a aussi une dimension politique. Quelle est la solution la plus adaptée pour assurer la cohésion de ce pays, le Burundi, qui a traversé, comme le Rwanda et d'autres pays dans leur région, effectivement, des troubles liés à la guerre, à la rébellion. Alors, puisque le débat il est à la fois juridique et politique, prenons les éléments de droit. Qu'est-ce qui est contesté? C'est le 3e, enfin, je ne vais pas dire le 3e mandat, mais
Le futur troisième mandat. Non, mais si on dit futur troisième mandat, c'est comme on dit un futur proche, c'est comme si c'était déjà acquis. Donc, Oui, en même temps, rappeler quand même que les juges de la Cour constitutionnelle sont des pro-régime en place. Oui, mais avant de rentrer dans les jugements de valeur, revenons d'abord au jugement d'existence. Expliquez-nous. Prenons d'abord les faits. Oui. Bien. Il y a d'abord un fait juridique. Il faut regarder la Constitution. Parce qu'il y a deux éléments qui sont mis en exergue. La Constitution burundaise et les accords d'Arusha. Les accords d'Arusha datent de 2000. Oui. Les accords d'Arusha prévoyaient entre autres que le futur président élu ne devait faire que 2 mandats. Exactement. Bien. L'article 96 de la Constitution burundaise dit que le président de la République est élu au suffrage universel direct, renouvelable une fois. Et c'est justement l'argument utilisé par le régime en place. Hein. Oui, le régime en place, mais quelles que soient les intentions que l'on veut bien prêter aux uns aux autres, il y a souvent un adage qui dit en droit, la démocratie, c'est la victoire du droit sur l'arbitraire. Ça veut donc dire que quand on veut parler de démocratie, parlons aussi juridique. Bien. Donc, il va se poser, parce que de mon point de vue, au regard de l'article 96, la question semble être réglée. On dit suffrage universel direct pour un mandat, je crois, de 5 ans, justement, renouvelable une fois. Les opposants disent qu'il a déjà été élu, mais il a été élu par l'Assemblée. L'Assemblée, ce n'est pas le suffrage universel direct, c'est le suffrage universel indirect. Alors, à partir de ce moment-là, il se pose encore en droit une autre règle qui intervient. C'est, et je sais que vous êtes très très informés sur le sujet, c'est la question de la non-rétroactivité de la loi, la nouvelle. Bien entendu. Bien. La non-rétroactivité voudrait dire que une nouvelle loi, une nouvelle règle, une nouvelle disposition ne modifie pas les situations déjà effectives qui ont été créées par une ancienne loi. Donc, cette disposition, donc l'article 96, peut-être ne remet pas en cause, n'est-ce pas, le premier mandat de Pierre Nkurunziza, mais une nouvelle loi, c'est ce qu'on appelle l'effet immédiat. Elle s'applique pour le présent et l'avenir. La question qu'on se pose, est-ce que Pierre Nkurunziza, au regard de l'article 96, a droit à une autre candidature qui lui permettra, s'il l'emportait, de faire un 3e mandat de fait, mais un second et dernier mandat en droit au regard de la Constitution actuelle. Voilà le débat. Et je vais terminer par la dimension politique. Les accords d'Arusha, ceux qui arguent sur l'accord d'Arusha, la question va se poser, et la société civile. Mais il n'y a pas que l'opposition. La communauté internationale. La communauté internationale, certains observateurs, certains juristes même. Voilà. Mais la question qui va se poser est la suivante. Quelle est la valeur juridique de l'accord d'Arusha? Et en droit, lorsqu'il y a conflit d'interprétation juridique, quel est l'organe ou qui est l'autorité compétente pour statuer sur l'interprétation, sur la valeur juridique d'une règle? L'accord d'Arusha a-t-il une valeur juridique? Et l'accord d'Arusha est-il incompatible à la Constitution? Je terminerai, l'accord d'Arusha est-il au-dessus de la Constitution? Je pense que les souverainistes, ce soir, auront certainement du grain à moudre. Alors, avant un conflit ethnique entre les Tutsis et les Hutus était au centre de nombreux massacres quand même dans ce pays. Pensez-vous que ces accords ont réellement noyé ces tensions? Ou bien la situation actuelle qui prévaut au sein du Burundi, c'est justement parce que ces tensions ethniques sont peut-être remontées à la surface? Écoutez, je veux rappeler aux téléspectateurs et à Fred Moussak en face de moi que pour aboutir aux accords d'Arusha, la communauté internationale et puis un certain nombre de négociateurs ont dû user d'un certain nombre de subterfuges et d'abnégations pour y arriver. Et que je veux aussi rappeler, lui-même l'a dit tout à l'heure, que cette partie du monde est extrêmement fragile et elle a l'habitude des tensions ethniques qui ont déstabilisé toute une partie de ces deux pays. Alors, je voulais simplement dire ceci. Il y a deux possibilités. Soit effectivement, on prend le pouvoir, auquel cas pour servir le peuple et lui épargner des souffrances, créer les conditions de stabilité durable pour pouvoir contribuer au développement. Alors, soit effectivement, on prend le pouvoir à des fins personnelles, et de ce point de vue, on s'appuie sur le droit, comme l'a si brillamment défendu mon contradicteur,
auquel cas on peut rester au pouvoir à vitam aeternam. Dans le cas d'espèce, il me semble donc pour épargner à cette partie du monde une déstabilisation que ni lui ni moi ne pourront stopper l'onde de choc, je crois que Pierre Nkurunziza, j'insiste dès ce soir, aurait dû prendre ses responsabilités et éviter un bain de sang qui se profile. Et je rappelle aux téléspectateurs à force que 13 morts, ce n'est pas rien. Il ne faudrait pas qu'on arrive à 50 ou à 60 pour qu'on dise à Pierre Nkurunziza qu'il faut qu'il épargne à son peuple des souffrances futures. Alors pour vous, une dizaine de morts, ne vous inquiétez pas, on choisit la répression contre le peuple par rapport aux réclamations qui sont normalement naturelles dans un pays qui se dit démocratique. Pour vous, vous confirmez encore que Pierre Nkurunziza ne viole pas la Constitution et a le droit pour un troisième mandat, c'est cela? Bien, écoutez, vous savez que dans ce débat, il faut plutôt s'évertuer d'aller vers la conviction que la persuasion. Parce que persuader les gens, c'est très bien. On veut prendre par les sentiments. Mais prenons les arguments rationnels. C'est le cas de votre interlocuteur. Je ne fais aucun procès d'intention. Nous voulons comprendre. Non, mais justement, j'arrive et je veux expliquer. Il serait placé pour le faire. Voilà. Donc, je ne m'adresse pas là à mon contradicteur. Je veux plutôt m'inscrire dans une lecture un peu générale et quasiment universelle. Je pense que c'est valable pour toutes les sociétés, pour toutes les personnes. C'est un conflit nécessairement âpre, dur. Il y a déjà beaucoup de morts, c'est même catastrophique. On dit souvent qu'un mort est déjà un mort de trop. Personne ne peut souhaiter cela. Mais il faut essayer d'être juste et mesuré. Il ne faut pas toujours faire un procès d'intention à Pierre Nkurunziza et ne pas, ou encore fermer les yeux sur aussi les intentions des opposants. La question que nous devons nous poser, c'est que qu'est-ce qui fonde dans une démocratie, dans une république, la candidature ou le mandat d'une personnalité politique? Est-ce que ce sont les bonnes ou les mauvaises intentions ou c'est le droit? Je ne vais pas faire dans le juridisme à tout comment, mais le droit reste fondamentalement, très fort que oui. Le droit reste fondamentalement l'argument principal. Maintenant, il ne faut pas aussi ignorer que le rapport de force auquel on a fait allusion tout à l'heure, dépend aussi de la vérité juridique. Et sur ce sujet, je veux quand même apporter faire une certaine rectification. Oui, allez-y. La Cour constitutionnelle burundaise, bon ça c'est peut-être un peu technique pour les juristes, la Cour constitutionnelle burundaise n'a pas validé la candidature de Pierre Nkurunziza. La Cour constitutionnelle burundaise a rendu un avis sur le fondement juridique de la candidature de Pierre Nkurunziza. Ce qui n'est pas la même chose. Mais qui ouvre à l'évidence le boulevard pour un troisième mandat. Non, il ne faut pas confondre, pardon, ne confondons pas la candidature et le mandat. Non, je dis que Pierre Nkurunziza est candidat à un troisième mandat. Oui. Pour le moment, l'interprétation qui est faite par ses adversaires de la Constitution le lui interdisait. Aujourd'hui, donc, la Cour constitutionnelle, qui est l'arbitre suprême dans ce pays, a tranché en disant que, vous l'avez dit, il est fondé en droit à pouvoir se présenter à un troisième mandat. Je ne vois pas en quoi il y a des contradictions. Oui, mais... ce que dit la Koussou et moi, disons. Non. Je n'ai pas parlé de contradiction, mais je dis qu'il y a un problème sémantique. Et en droit, c'est très important de le rappeler, puisqu'on a dit qu'il y a une dimension juridique et une dimension politique. En droit, la validation, il ne s'agit pas de valider la candidature. En droit, il y a ce qu'on appelle une institution qui rend un avis. L'avis, c'est quoi? C'est un point de vue sur une question de droit. Il y a opposition. Est-ce que, pardon, je vais terminer. Peut-être pour ajouter, est-ce que cette validation, sinon cet avis de la Cour constitutionnelle n'offre pas le chemin à Pierre Nkurunziza de briguer justement ce troisième mandat? Mais je ne suis pas sourd à cela, c'est la conséquence logique. Du moment où la Cour constitutionnelle dit que juridiquement il est fondé, que Pierre Nkurunziza, citoyen burundais, fasse une troisième candidature, il est tout à fait normal que cela lui ouvre le chemin pour se présenter. Mais je voudrais faire la différence entre la candidature et le mandat. Il peut se présenter et perdre. C'est possible? C'est possible. Monsieur Michel Epé, vous et d'ailleurs même, il peut perdre. Pourquoi? Parce qu'on connaît quand même l'histoire du Burundi. Oui. Il peut perdre une élection. Et déjà que les opposants aussi travaillent à cela, parce que je pense qu'ils savent pertinemment. Et d'ailleurs, ils savaient, je crois. Les hommes politiques sont beaucoup plus fins qu'on puisse l'imaginer. Ils savaient que juridiquement, ils n'auraient pas gain de cause. Mais quel est l'intérêt stratégique et tactique? C'est de créer un climat de tension
et le rejet du président a lancé même qu'il peut même se présenter aujourd'hui et perdre l'élection. Voilà. C'est une dimension stratégique qu'il ne faut pas écarter. Je voulais simplement vous rappeler quelques éléments d'actualité. Le comité central de son parti, le CNDD, l'a déjà investi comme potentiel candidat pour un troisième mandat. Je rappelle que c'est le parti au pouvoir. Oui, le parti au pouvoir. S'il investit n'est plus potentiel. Non, c'est-à-dire que j'essaye de ne pas préjuger de l'avenir. Comme son candidat. Oui, c'est-à-dire puisque le verrou constitutionnel en empêchait. Donc le verrou a été levé hier soir et le boulevard est ouvert, il est investi par son parti. La Cour constitutionnelle lui donne aujourd'hui le boulevard pour qu'il se présentât. Et je ne vois pas qu'est-ce qui pourrait l'empêcher de le faire, à moins qu'il meure d'une crise cardiaque ce soir. Justement, messieurs, gardez le fil de vos idées. Nous allons avancer avec ce débat. Je rappelle qu'à Bujumbura, sous fond de tensions socio-politiques, le président burundais Pierre Nkurunziza a été investi, on parle d'investiture, le samedi 25 avril par le comité central du CNDD-FDD, le parti au pouvoir, comme candidat à la présidentielle du 26 juin prochain. Au lendemain de cette annonce, des affrontements ont éclaté dans le pays, suivant ce reportage. Sans surprise et malgré les tensions qui secouent le Burundi, le chef de l'État Pierre Nkurunziza a été désigné ce samedi par son parti comme candidat à la course au fauteuil présidentiel prévue pour le 26 juin prochain. C'est le comité central du CNDD-FDD qui a choisi de faire de cet homme, dont la candidature est qualifiée de violation constitutionnelle, leur joker à la présidentielle. Pour Pierre Nkurunziza, cette désignation vient rompre son silence. Plus d'un se sont demandé dans les jours passés pourquoi je suis en silence. Je veux vous dire que maintenant le silence est terminé. Vous, les membres du parti et le comité central du parti CNDD-FDD, vous avez mis fin à ce silence. Applaudissez pour vous. Au lendemain de cette désignation, des affrontements ont éclaté dans certaines villes du pays entre la population et les forces de l'ordre après un appel à manifester dont l'opposition était l'initiatrice. Mais pour le parti au pouvoir, leur choix est une façon de faire taire les voix qui s'élèvent dans le pays sur la candidature de l'actuel président de la République qui jusque-là était resté silencieux. Pierre Nkurunziza, âgé de 51 ans, est à la tête du Burundi depuis 2005 par le biais d'un vote du Parlement. Mais en 2010, il avait été élu par un scrutin comme le stipule la Constitution. C'est loin d'être une surprise. L'actuel chef de l'exécutif n'avait jamais caché son envie de briguer un troisième mandat. Justement, vous avez mis fin à ce silence, c'est la déclaration de Pierre Nkurunziza. Donc pour lui, d'ailleurs, il ne s'était jamais prononcé, mais tout montrait qu'il allait se présenter pour un troisième mandat, tenter de briguer justement un troisième mandat. Monsieur Michel Épée, en dépit des appels lancés par l'opposition et la société civile, le parti au pouvoir, le CNDD-FDD, a quand même décidé le samedi 25 avril de désigner Pierre Nkurunziza comme candidat à la présidentielle. Pouvait-on s'attendre à ce scénario? Écoutez, je pense que depuis de nombreuses semaines se profile à l'horizon cette candidature. Et le seul verrou, les seuls obstacles qui freinaient sûrement les militants, c'était effectivement de savoir que la course constitutionnelle leur donnerait gain de cause. Et je pense que dans cette vaste parodie, les juges se sont prononcés. Certains d'entre eux ont parlé de pression inadmissible et intenable. On en veut pour preuve la fuite du vice-président qui est parti sans demander son reste, sentant sa vie menacée. Alors, c'est dire à quel point, effectivement, le contexte qui prévoit Bujumbura est des plus inquiétants, dans la mesure où je veux rappeler à Fred Moussock deux choses. La première, c'est que quand on regarde le rétroviseur de l'histoire, toutes les grandes révolutions qui ont mené des grands changements, les tenants du pouvoir s'arc-boutaient sur un juridisme à tout craint, comme je l'ai dit tout à l'heure. Je vais juste aussi rappeler l'exemple, la jurisprudence burkinabé du mois d'octobre dernier, où effectivement le président Compaoré avait le droit de faire passer un projet de loi à l'Assemblée nationale qui lui donnait la possibilité de changer la Constitution pour avoir un énième mandat. Toujours est-il que son dessein a été changé par la détermination du peuple, et c'est juste pour rappeler, lui qui est un juriste, que dans les multiples définitions de la démocratie,
je crois que la démocratie, c'est le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Et les Burkinabés l'ont démontré de fort belle manière en octobre dernier. Vous avez le droit de réagir, allez-y, à ce qui vient de déclarer là tout de suite. Oui, mais je pense qu'on est dans un concert de rappel historique. Permettez-moi de vous rappeler ces quelques détails. D'abord, il ne s'agissait pas au Burkina Faso exactement de la même chose. Pourquoi? Parce que au Burkina Faso, comme c'est le cas peut-être au Congo, Kinshasa, et peut-être même au Congo-Brazza, la Constitution verrouille le nombre de mandats. Clairement. C'est une intention malveillante de celui qui est au pouvoir de procéder à la modification. Mais le droit le lui permettait. Hein? Le droit le lui permettait. Il ne violait pas le droit Sa en le qualité faisant. de président. Non, mais attendez. Il faut dissocier deux choses. Il y a ce que dit la Constitution. La Constitution elle-même est modifiable. D'ailleurs, quand je prends la Constitution gabonaise du 26 mars 1991, l'article 55 est clair. La Constitution elle-même peut être modifiée. Bien. Mais on parle de la Constitution en l'état. Au Burkina Faso, le nombre de mandats était clairement déterminé. Mais ça, Il y a eu la volonté malveillante, n'est-ce pas? c'est un jugement de valeur. C'est-à-dire qu'on est dans une logique où Blaise Compaoré ne violait pas la loi en voulant modifier la Constitution. Mais là, pensez-vous Parce que ce sont les mêmes problématiques, c'est-à-dire qu'à une nuance près. C'est-à-dire la problématique, ce sont les règles de jeu consensuelles qui sont acceptées par toutes les parties. Oui. Et le débat est donc de savoir, au moment effectivement où on arrive à structurer la plateforme pour mettre en place l'avenir, est-ce qu'on doit changer ces règles du jeu par rapport à ces convenances personnelles, ou on doit rester dans le jeu démocratique? Oui. Non, mais pardon. Vous étiez en train de dire que la loi est faite pour être respectée. Non, mais pardon. Je veux quand même qu'on fasse l'effort d'une certaine rigueur, surtout en droit. Moi, je suis juriste. Il y a des éléments, peut-être qui peuvent échapper aux autres, mais moi qui ne m'échappe pas, ou qui n'échapperait pas à d'autres juristes. Et même à toute personne, peut-être qui n'est pas juriste, mais qui est quand même, qui s'intéresse à la chose juridique. Je ne peux pas vous laisser dire ce que vous dites, parce qu'il ne s'agit pas exactement des mêmes situations, et il me semble que ce serait extrêmement dangereux de tenir ce genre de discours, parce que ça crée une confusion dans la conscience des gens. Au Burkina Faso, et comme peut-être dans d'autres pays... Fred Boussard, qu'est-ce que vous pouvez... Pardon. Pour me rassurer que vous m'avez bien compris, est-ce que vous pouvez rappeler ce que j'ai dit? Monsieur Michel Puisque vous dites de ne pas signer la je rappelle que vous êtes là pour répondre à des questions. Vous dites une chose. Vous avez la parole. Vous dites une chose. Au Burkina Faso, le nombre de mandats était délimité. Blaise Compaoré a voulu modifier la Constitution. Est-ce qu'au Burundi... Et ne violait pas le droit. Pardon. Monsieur Fred, Non, mais partons d'abord des faits avant de faire une interprétation. Telle est ma démarche. Peut-être que ce n'est pas la vôtre, mais moi, c'est ma démarche. Partons des faits. Au Burkina Faso, le nombre de mandats était limité à 2. Et je rappelle aussi qu'au Burkina Faso, il y a eu toute une histoire avec Blaise Compaoré qui a modifié plusieurs fois la Constitution. Bien. Donc, le nombre de mandats, la Constitution en l'état limitait le nombre de mandats à 2. Blaise Compaoré a voulu modifier pour avoir la possibilité de se représenter. Est-ce que c'est le cas au Burundi? Au Burundi, il n'y a pas de modification de la Constitution par Pierre Nkurunziza. On parle d'une Constitution ambiguë. Est-ce que vous pensez que c'est le cas? Je ne sais pas. Avant d'abord de dire si c'est une Constitution ambiguë ou pas, il faut l'avoir sous les yeux et bien la lire. Oui. Mais la Constitution en l'état au Burundi dit clairement que le président est élu au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans renouvelable une fois. La question, elle est là. Est-ce qu'il y a la modification? Est-ce que Nkurunziza veut modifier la Constitution? Donc, ce n'est pas la même chose ici. Pourquoi est-ce que la modification qui était faite, qui a voulu être, ou encore que Blaise Compaoré voulait faire au Burkina Faso, semblait malveillante? Mais parce que d'abord, un péché originel. C'est la nature même du régime politique instauré par Blaise Compaoré, qui a été combattu par certains depuis, et avec les nombreuses modifications. Et le contexte communautaire et international, toutes ces choses ont convaincu d'une seule idée. Blaise Compaoré voulait rester à vitam aeternam au pouvoir. Nkurunziza n'a pas dit qu'il va modifier la Constitution. Nkurunziza est dans la Constitution. Le problème se posera si Nkurunziza demain dit qu'il modifie la Constitution pour lui permettre encore de faire peut-être une 4e candidature et éventuellement un 4e mandat. Ce sont des situations qui ne sont pas exactement les mêmes. Mais là où il y a similitude, et c'est là la part qu'il faut faire, là où il y a la similitude, c'est quoi? C'est tout simplement le conflit, d'une part, entre la règle de droit et l'éthique politique. Ça peut être souhaitable qu'un homme politique se dise « j'ai fait 2 mandats,
pour montrer le bon exemple à tout le monde, moi je préfère m'arrêter là. Je rappelle historiquement aux États-Unis, Franklin Delano Roosevelt, il a fait 4 mandats, 3 accomplis, un dernier mandat qu'il n'a pas pu accomplir parce qu'il est mort. Mais le président Eisenhower, qui succède, je crois, à Harry Truman, arrive et fait un amendement, ce qu'on appelle chez nous une modification. À partir de 1951, tous les présidents américains, c'est 2 mandats au plus. Mais tous les autres pouvaient faire autant de mandats qu'ils voulaient. Bien. Pourquoi? Parce que, certes, il y a la volonté, mais il faudrait qu'il y ait une règle au départ qui s'impose à tout le monde et qui est objective. Donc, ne mêlons pas toujours des situations qui ne sont pas textuellement identiques. Sachons détecter la part de singularité et sachons reconnaître la part de similitude. Mais Nkurunziza, c'est 5 ans, 5 ans, il a fait 5 ans entre 2000 et 2005. C'est vrai que c'était une désignation du Parlement, un vote par désignation, mais après il fait encore 5 autres années, voilà, de 2005 à 2010. Donc là en tout ça fait 10 ans, l'équivalent de 2 mandats présidentiels. Est-ce que vous pensez que jusque-là, on va dire que Pierre Nkurunziza n'a pas atteint le nombre de la durée limitée carrément par la Constitution. C'est quand même 10 ans à la tête de l'exécutif, c'est quand même 10 ans au pouvoir, qu'on le veuille ou pas. Alors, je pense que j'ai un retard à mon temps de parole. Allez-y. Mon interlocuteur s'est fait fort. J'aurais pu donner. Mon interlocuteur s'est fait fort de réagir. Non, je voulais dire que j'aurais pu paraître désobligeant si je disais à mon interlocuteur qu'il était fort naïf. Mais dans la deuxième partie de son argumentaire, il a su se rattraper en parlant de la problématique entre l'éthique, effectivement, et le droit. Alors, je voulais donc, de ce point de vue, lui rappeler encore quelques éléments en lui disant effectivement que quelle est la problématique de fond. La problématique de fond, c'est d'arriver à un consensus pour que des acteurs politiques puissent d'abord vivre ensemble et puis pour que des compétitions saines puissent s'imposer en Afrique et qu'on n'ait pas toujours le même cycle d'élection-contestation. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que Blaise Compaoré est toujours usé de subterfuges déraisonnables pour se maintenir au pouvoir, ou que Pierre Nkurunziza, Dina Koussou le rappelait, profite d'une brèche dans la Constitution, lui, pour avoir un énième mandat et peut-être aussi, à long terme, s'éterniser au pouvoir. Je pense que c'est bonnet blanc et blanc bonnet. Non, il n'y a pas de différence. Alors, mais comme nous ne sommes pas dans un amphithéâtre, nous sommes dans un théâtre politique avec des rapports de force. Je voulais simplement vous dire ceci. Pour construire la stabilité, les dirigeants africains doivent aussi apprendre à écouter leur peuple. Et comme je vous le rappelais tout à l'heure, quand on prend le pouvoir, c'est pour servir et non se servir. Et ce n'est pas non plus servir ses desseins pour rester au pouvoir à vitam aeternam. Vous pourrez me répondre toute la nuit en me rappelant que, d'un point de vue juridique, Nkurunziza a beau lieu de faire ce qu'il est en train de faire, je vous répondrai toujours que, à partir du moment où, dans un mandat présidentiel, ou à la fin d'un mandat présidentiel, un détenteur de pouvoir se rend compte effectivement que sa présence est source de conflits et de tensions et de déstabilisation d'un pays, je crois qu'il doit en tirer les leçons. Ça suppose donc quoi? Ça suppose que s'il avait été un excellent dirigeant, le peuple l'aurait adoubé, aurait voulu qu'il s'installât à vitam aeternam. Vous avez parlé tout à l'heure d'un de mes héros historiques, Franklin Delano Roosevelt, qui, le peuple lui a fait mandat, lui a fait grâce en lui accordant plusieurs mandats, au-delà même des délais constitutionnels. De vous écoutant, vous pouvez réagir, surtout que... Non, mais moi j'ai écouté... Est-ce que vous pensez que les manifestants qui sont à Bujumbura et l'opposition et la société civile ne représentent pas ce peuple-là qu'on devrait écouter? Bien, justement, moi je vois qu'il y a un peu une vision caricaturale, et voire même segmentée. Expliquez-vous. J'ai là une vision et même des reproches historiques. Moi je préfère être naïf. De toutes les manières, tout le monde est naïf. Voilà. Mais qu'est-ce qui nous permet de faire preuve d'intelligence et d'expérience? Ce sont les faits. Je ne veux pas m'arc-bouter ou rester dans un carcan juridique. Même sur une lecture politique, votre démarche ne me semble pas fondée. Pourquoi? Parce que, même sur le plan politique... C'est parce qu'on était dans un amphithéâtre. Non, mais vous avez peut-être oublié une chose. Vous avez dit on est dans un théâtre politique. On peut être dans un... Mais au théâtre, il y a un public. Non, je sais pas dans et le public non, attendez. selon vous? Même dans le théâtre, quand on parle du théâtre, il y a des acteurs, les hommes politiques, peut-être la société civile, mais il y a le public, donc le peuple. Ça veut dire quoi, ce que je veux dire? Simplement. Votre lecture politique, elle me semble un peu dangereuse. Et c'est la lecture politique qui est toujours
n'est-ce pas, brandi par beaucoup d'Africains. Et je trouve ça un peu dommage. C'est un argumentaire qui ne tient pas la route. Vous mettez dans une fausse commune et votre argument est quelque peu léger. Vous avez le droit de ne pas partager mon argument, mais au moins avoir la méthode de m'écouter. C'est une chose. Moi, je trouve que c'est une lecture politique dangereuse. Pourquoi? Parce qu'elle veut toujours faire prévaloir le politique au-dessus du droit, même avec l'hypothèse qu'on peut avoir des règles juridiques, les mettre sous le tapis et juste faire le politique. Dans quelle société démocratique, dans quelle société démocratique, dans quelle société politique, on peut vouloir régler les conflits sans règles de droit? La question fondamentale, elle est celle-là, je reviens. On brandit tout le temps l'argument, il a déjà fait 2 mandats. La question est simple. L'article 96 dit clairement, le président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans renouvelable une fois. Est-ce que le vote par l'Assemblée nationale est un suffrage universel direct? Non. Demandez à tous les juristes, ils vous diront non. Après, vous me dites que le consensus, mais pourquoi vous faites une lecture par rapport à Nkurunziza? Vous ne faites pas aussi de lecture par rapport aux ambitions de l'opposition. Est-ce que vous pensez qu'il est en train de caricaturer, votre interlocuteur est en train de caricaturer Nkurunziza ou bien... Mais bien sûr, puisqu'il dit une chose. Lorsque un homme politique se rend compte que sa présence au pouvoir est source de déstabilisation, il doit partir. Mais est-ce que vous êtes sûr que c'est Nkurunziza qui fait la déstabilisation ou ce sont aussi les opposants qui agitent la déstabilisation? Il y a 2 possibilités. Ou vous m'avez mal compris ou je me suis mal fait comprendre. C'est toujours Mais ça. je préfère être modeste en disant que je me suis fait mal comprendre. Et je vais donc réitérer ce que je vous ai dit. Oui. Pierre Nkurunziza, je vous rappelle les faits. Au terme de l'accord d'Arusha dont il a bénéficié, il avait été élu par le Parlement de son pays pour avoir un premier mandat. À l'issue donc des modifications constitutionnelles, il a pu être élu au suffrage universel direct. Renouvelable une fois. Renouvelable une fois. Est-ce que ça a été Alors contesté par les opposants d'aujourd'hui? nous disons ceci. Est-ce que ça a été contesté par les opposants d'aujourd'hui? Au début de cet échange. Ils le savaient, les opposants. Ont-ils contesté cette modification? Soyez souffrez que je puisse m'exprimer. Je souffre et j'apporte de l'eau à votre... Non, je vous apportez un peu d'eau, il a soif, c'est cela? Oui, peut-être. Je disais donc, au terme du premier mandat à suffrage direct qu'il a obtenu, il y a un désaccord parce qu'il y a de multiples interprétations de la Constitution. Et qui tranche. Et à l'évidence, la Cour constitutionnelle a tranché en sa faveur. Mais surtout que sur le plan politique, ça présente à la tête de l'exécutif où sa volonté de briguer un 3e mandat pose problème. Alors un homme politique responsable, qui a une conscience, doit se poser des questions. Si effectivement il avait été un excellent président et que s'il avait répondu aux attentes d'une grande partie de ses concitoyens, on n'en serait pas là. Donc, à l'évidence, de ce que moi je crois percevoir à Bujumbura, c'est pas moi qui mène la révolution. Mais vous mélangez les choses. Mais non, nous parlons de ces gens qui sont dans la Pardonnez-moi, j'en termine rapidement. Juste une question, vous continuez, puisque c'est vous qui avez la parole. Je rappelle que c'est vous qui répondez à mes questions sur ce plateau. Quand même. Non, mais c'est un échange. On peut parfois s'interpeller, parce qu'il y a des questions indirectes aussi quand il m'a interpellé. Justement. Juste une question pour vous permettre de continuer justement vos propos. Vous avez dit tout à l'heure, un homme politique, responsable, etc., etc. La modification constitutionnelle qui a eu lieu et qui dit clairement que le mandat est renouvelable une fois, a-t-elle été contestée à ce moment-là par les opposants? Pourquoi c'est maintenant qu'on la conteste? Cette modification à laquelle vous faites allusion existait depuis. Pourquoi c'est aujourd'hui? Mais pourquoi le débat ne s'est pas posé avant? Il ne veut forcément se poser aujourd'hui. Alors, au regard de ces déclarations, c'est un faux débat. Monsieur Michel Épée, c'est un faux débat, alors, finalement. L'opposition se sert de cet argument pour caricaturer. Est-ce qu'elle a contesté à ce moment pour dire tu ne dois pas te représenter? Est-ce qu'elle a fait prévaloir à ce moment-là cette interprétation pour la faire prévaloir aujourd'hui? Gardez le fil de vos idées. La stratégie politicienne des opposants. Ils sont aussi des politiciens. Messieurs, nous allons avancer. Nous allons avancer dans ce débat. Au lendemain de la deuxième journée des heures qui ont secoué le Burundi suite à la désignation le week-end dernier de Pierre Nkurunziza comme candidat à la présidentielle le juin prochain, la communauté internationale a appelé au calme en dénonçant le non-respect de l'accord d'Arusha. Suivant ce reportage.
De violentes manifestations se sont succédées en moins de 2 jours au Burundi après l'annonce de la candidature de l'actuel chef d'État Pierre Nkurunziza pour la course au fauteuil présidentiel de juin prochain. Une désignation qui divise toute la communauté internationale. À Bujumbura, comme sur tout l'ensemble du territoire burundais, la tension ne décroît plus. Les populations qui tiennent mordicus au respect de leurs revendications affrontent dans les rues les forces de l'ordre qui disent maintenir la stabilité dans le pays. Il faut respecter les accords d'Arusha en Tanzanie qui mirent fin à la guerre civile en 2000 dans le pays. C'est l'essentiel du message porté par les diplomaties occidentales, inquiètes de la situation qui prévaut dans ce pays situé dans la zone des Grands Lacs. Entre arrestation de militants de droits de l'homme, fermeture de radios privées et perte en vies humaines, ce spectacle désastreux angoisse la communauté internationale. Mais le régime au pouvoir estime qu'il n'y a pas de violation de constitution, encore moins des accords d'Arusha, puisque les gens sont allés en Tanzanie pour le rétablissement de la démocratie dans le pays. Ce rétablissement de la démocratie a eu lieu en 2010, quand l'actuel président a été élu au suffrage universel direct. C'était son premier mandat, et s'il se représente en 2015, ce sera un second mandat, selon la Constitution, considérée par le régime au pouvoir. On a vu justement la réaction des États-Unis, la réaction de l'Union européenne. Jusque-là, pas de réaction de l'Union africaine, qui est quand même l'entité qui devrait, dans cette situation, se prononcer face à la crise, on va dire, qui prévaut au Burundi. Finalement, Monsieur Fred Aurel-Moussa, pensez-vous que fermer des radios privées, arrêter des gens, tuer des gens, choisir la répression, c'est le moyen qu'a trouvé le gouvernement burundais pour se faire comprendre, pour faire comprendre à la population burundaise que le président Pierre Nkurunziza ne viole pas la Constitution? Est-ce que c'est le moyen? Non, je crois que les situations sont souvent beaucoup plus complexes que cela. Ça dépend toujours de l'angle d'approche ou l'angle de vue. Dans tout État, lorsque l'ordre public est troublé, est menacé, les forces de police, parfois même la gendarmerie, l'armée, interviennent. Maintenant, la question qui peut se poser, c'est dans quelle proportion? Est-ce que l'intervention est d'abord légitime? Dans quelle proportion? Moi, je ne suis pas au Burundi pour apprécier de façon factuelle, avec exactitude, les choses. Mais généralement, il y a deux possibilités. C'est clair que lorsque l'ordre public est menacé, il y a intervention des forces de police pour rétablir l'ordre. Maintenant, est-ce que c'est aller au-delà des proportions de la loi, parce que la police ne peut pas agir au-delà de la loi? Ça, c'est une question qui mérite une précision que moi, je ne peux pas donner ici. Alors, maintenant, vous posez, je sens beaucoup plus dans votre question la dimension politique. Vous revenez à la dimension politique. Il est tout à fait clair que même lorsqu'on fait mal, de façon légitime, le mal fait mal. Est-ce que vous comprenez? Même quand vous avez raison, mais quand vous faites mal, vous faites mal. Maintenant, il est tout à fait normal qu'on puisse aussi interpréter que ce n'est pas d'usage ou ce n'est pas de nature à rétablir effectivement, ou je ne vais pas dire rétablir, mais établir un climat de paix et de sérénité. Et d'ailleurs, j'observe qu'il n'y a pas longtemps, le gouvernement dit tend la main, qui libère tel manifestant, etc., etc. Si les manifestations stoppent, si on arrête des manifestations, mais monsieur... Non, je crois que c'est une erreur. Je crois qu'il ne doit pas avoir de conditions. Mais malheureusement... La conditionnalité serait toujours interprétée comme étant une mauvaise intention. Mais il faut se poser une question, pardonnez-moi, pour laisser Michel Épée répondre. Oui. Il faut qu'on soit aussi juste. Peut-être, je dis bien peut-être parce que moi je n'ai pas l'exactitude des faits, peut-être que le gouvernement agit mal en commettant des exactions. Mais ne peut-on pas aussi s'interroger sur la nature des manifestations? Parce que j'ai aussi entendu qu'il y a des flics qui ont été blessés, il y a des gens qui ont été volés, il y a des maisons qui ont été vandalisées. Au jet de pierre, des maisons vandalisées, des voitures caillassées. Monsieur Michel Épée, vous pensez qu'au nom de la revendication, on peut détruire les biens publics? Non, je voulais déjà dire à Pierre Moussor qu'au-delà de nos contradictions, Fred Moussor, qu'au-delà de nos contradictions, je ne dirais pas que ces arguments ne sont pas pertinents. Il peut simplement arriver que je veuille y apporter quelques nuances. Je voulais simplement lui rappeler effectivement que depuis 1990... Beaucoup le rappellent aujourd'hui, historique.
Ce qui est naturel. Vous avez la parole. Je me fais fort de le faire au cas où vous pouvez perdre la mémoire encore. Bon, écoutez, il m'arrive de perdre la mémoire. Des échanges. J'espère que vous ne perdez pas aussi la mémoire de temps en temps. Non, on peut être beaucoup plus sérieux. J'espère que non, pas sur ce plateau. Non, allez-y. Beaucoup plus sérieux. Je voulais rappeler que depuis 1990, malheureusement, on assiste à un cycle de violence entre les partis au pouvoir et les oppositions des manifestants qui sont dans un ordre de changement. Alors pour autant, peut-on dire que lorsqu'on a des revendications, on a le droit de troubler l'ordre public et de tout casser? Je ne me risquerai pas à avoir une position affirmative. Je voulais simplement dire effectivement que la culture des forces de l'ordre en Afrique, pour le moment, est une culture répressive. Et que de façon générale, dans l'exercice de son pouvoir régalien, la plupart des gouvernements ne créent pas les conditions pour prêcher l'apaisement. Il se trouve donc que Pierre Nkurunziza s'inscrit, malheureusement, à notre grande dame, dans cette logique où il pense effectivement que pour se faire entendre, il doit utiliser la loi du plus fort sur l'intimidation, l'arbitraire, sur les plus faibles. Alors, Fred Moussoka a évoqué tout à l'heure, j'y ai vu un procès d'intention, me faisant croire effectivement que j'étais toujours du parti, que je prenais toujours fait des courses pour l'opposition. Et je veux lui rappeler, qu'il lui en déplaise ou non, que ce soir, je n'ai pas évoqué cette fois le nom d'une opposition. Vous parlez au nom de la société civile, au nom des valeurs que vous incarnez. Non, je parlais au nom du rapport de force, des plus forts sur les plus faibles. Et je pense qu'un gouvernement normal ne peut pas tirer sur son peuple. Donc vous faites ce soir le défenseur des plus je me fais malheureusement pour Fred Moussoka, je me fais l'écho des gens qui n'ont pas de voix et qui sont la plupart du temps piétinés par les tenants du pouvoir. Non, et j'en termine donc rapidement sur cette question en lui disant que Pierre Nkurunziza, compte tenu de la situation qui prévaut au Burundi ce soir, tous les combattants de l'espérance, vous en avez entendu quelques-uns, sont en train de l'appeler à la raison et à la mesure. On ne tue pas ses propres concitoyens. Simplement parce qu'on veut à tout prix se maintenir au pouvoir. Oui, mais je pense que vous avez dit tout à l'heure que je faisais un procès d'intention. Oui, mais moi j'affirme que vous êtes dans un procès d'intention. Je le dis clairement, vous êtes dans un procès d'intention. Parce que vous avez une lecture... Vis-à-vis de vous? Non, pas vis-à-vis de moi. Je ne vais pas m'ériger à ce niveau. Le procès d'intention, déjà, ça se voit dans la façon dont vous dépeignez Pierre Nkurunziza. Il veut se maintenir il veut se maintenir au pouvoir, il tue son peuple, etc. Vous ne savez pas. Et vous avez dit tout à l'heure. Non, mais je lui reproche. Pardon. Monsieur Épée, je rappelle que M. Fred Moussoka ressent de la subjectivité dans vos propos. Non. Permettez qu'il s'exprime. Vous avez la parole. Il a le droit d'avoir de la mansuétude par rapport à des crimes. Il a la parole. Il a le droit d'avoir de la mansuétude par rapport à des crimes perpétrés à ciel ouvert. Monsieur Épée, vous avez eu votre temps de parole. Il a la parole. Vous avez la parole. Ce n'est pas en voulant, vous savez, comme disait Valérie Giscard d'Estaing, vous n'avez pas le monopole du cœur. Ce n'est pas en me bondissant les émotions que vous allez trancher ou apporter des éléments de lumière au débat. Revenons à des choses plus simples, pour ne pas dire simplistes. N'est-ce pas? Pour ne pas être dans le simplisme. Revenons à des choses simples, vous parlez des faits. Sauf que les faits... Vous parlez des simplismes dans un contexte aussi grave. Non, mais moi je dis revenons à des choses simples. Mais il me semble que vous êtes un peu dans le simplisme. Parce que Raymond Aron disait, c'est sociologue. Vous n'êtes pas mon meilleur porte-parole. Je ne suis pas votre porte-parole. Vous êtes un très mauvais porte-parole. Je ne suis peut-être pas votre porte-parole, mais permettez-moi d'interpréter ce que vous dites. Jusqu'à preuve du contraire, il n'y a que ça que j'ai. Voilà, je ne veux pas entrer dans votre esprit. Je ne peux pas être en face de vous et vous avez la personne de mon porte-parole. Moi, je ne revendique pas le statut d'être votre porte-parole. Vous me comprenez mal, oui, c'est moi qui me fais mal comprendre. De toutes les manières, je ne pense même pas que ça soit une question de compréhension. C'est juste que vous avez peut-être une position, une lecture qui n'est pas la mienne. C'est tout. C'est pas tant une question de compréhension. C'est une question. Voilà, bien. C'est pour ça que je dis que c'est pas tant une question de compréhension qui pourrait être l'élément caractéristique de cette discussion. Non, je vais dire des choses simples. Vous dites les faits, sauf que les faits, on les interprète en prenant d'un bout. Vous savez, si vous mettez une bouteille sur cette table, moi qui suis là, je verrai cette partie. Je ne vois pas l'autre partie. Vous qui êtes là-bas, vous voyez cette partie et pas celle qui est ici. Donc, vous n'êtes pas toujours dans la disposition pour voir exactement ce qui se cache de l'autre. Ça veut donc dire quoi? Les opposants prennent
les circonstances, les aspects des faits que nous observons tous qui les arrangent. Des arguments. Le pouvoir va également faire la même chose. Il faut souvent éviter de rentrer dans une approche très politicienne. Il y a beaucoup du caractère politicien dans les arguments qui viennent, que ce soit du régime burundais, comme du régime, plutôt comme des opposants. Il ne faut pas tomber là-dedans. Et Michel Épée, il est dans quelle approche? Mais Michel Épée sur ce plateau, de mon point de vue, il parle des combattants de l'espérance, ouais, etc., etc. Je vois bien la poésie qui se cache derrière ça, pour dépeindre Kourouziza comme quelqu'un qui massacre son peuple. Et donc tous ceux qui sont pour la liberté doivent être contre Kourouziza. Mais je rappelle une chose. Oui. Tout l'argumentaire qu'on a développé, ou du moins que Michel Épée a développé, et que d'autres développent, n'est-ce pas? C'est un argumentaire, me semble-t-il, qui tombe. Pourquoi? Parce que c'est d'abord un débat, certes politique, mais qui est réglé par le droit. Regardons la Constitution. Est-ce que vous faites le reproche à quelqu'un à laquelle vous êtes très attaché depuis le début de cette émission? Vous allez peut-être conclure. On est attaché à la Constitution. Pourquoi? Oui. Parce qu'avant de regarder tous les autres éléments, oui, il faut d'abord regarder la Constitution. Ce qui est normal. Moi, je trouverais anormal que d'autres personnes, au nom des bonnes intentions, disent à quelqu'un, parce qu'il faut faire preuve de bonne intention vis-à-vis de ton peuple, tu n'as pas le droit de te représenter, alors même que la Constitution lui permet de se représenter. Est-ce que vous pensez que dans une société démocratique, cela est aussi éthique? Donc, justement, Michel Épée, vous parlez de démocratie, vous parlez d'équité, vous parlez des valeurs à respecter ou à incarner. Ne pensez-vous pas aussi que peindre ce tableau de Pierre Nkurunziza, c'est peut-être trahir la vérité? Parce qu'en réalité, la Constitution lui confère le droit de briguer un nouveau mandat. Je regarde en termes de ce débat contradictoire, j'ai tranché ce débat. J'ai dit de quoi s'agit-il au fond dans tout le débat. J'ai dit effectivement que Pierre Nkurunziza avait beau jeu, effectivement, par rapport aux accords d'Arusha qui ont été par la suite complétés par un dispositif constitutionnel, compte tenu de la brèche qui s'était ouverte sur ces deux questions, sur ces deux tests. Il avait beau jeu de demander un troisième mandat et que les arguments que la Cour constitutionnelle a évoqués sont recevables d'un point de vue juridique. J'ai tranché ce débat. Mais j'ai dit aussi que d'un point de vue politique, par rapport à la problématique du fait que sa volonté de se maintenir au pouvoir posait un problème, il devait faire preuve plutôt de lucidité, en estimant effectivement qu'il ne sert pas les intérêts de son peuple et la stabilité dans toutes ces régions. Et a justement quitté le pouvoir dès ce soir. C'est la déclaration de M. Michel Épée. Messieurs, merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que c'est la fin de votre émission. Cet endroit axé sur le thème. Au Burundi, Pierre Nkurunziza va-t-il abdiquer face à la pression nationale et internationale? Ce débat peut continuer dans vos maisons et sur notre page Facebook 7-3. À ma gauche, voilà, justement, il y avait M. Michel Épée qui est éditorialiste à la rédaction de Canal 7. Merci encore d'avoir accepté notre invitation. Et à ma droite, il y avait justement M. Fred Aurel Zou Moussok, qui est justement un juriste spécialiste du droit des personnes et des libertés publiques. Merci de nous avoir suivis. Je vous rappelle que vous pouvez suivre cette émission sur le site de votre chaîne panafricaine www.canal7.tv. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir.